Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la saison 2 du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On est back. On est back après une pause estivale où on a bien rechargé les batteries. On vous retrouve de nouveau les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films afro. Donc, previously, lors de la saison 1, on a fait environ 17 rooms où on a parlé du cinéma de Spike Lee, de Jordan Peele, on a parlé de Issa Rae, Denzel Washington, Eddie Murphy, Taraji P. Henson, Michael Acol et tant d'autres. Nous avons même reçu l'actrice Aïssa Maïga. Hein, t'étais là, Essimi, t'étais là, Céline. Ouais. Voilà. Et je témoigne. Voilà, c'était très bien. Et donc, je vous invite à nous suivre pour une nouvelle saison qui sera encore plus riche en analyse, en débat et en invités de marque. Donc, ce soir, on fait notre retour avec le documentaire My Life qui est centré sur l'artiste africaine-américaine Mary Jane Blige. Voilà, je le dis avec mon accent claqué, désolé, vous allez devoir le supporter toute l'année. Moi, c'est Samba Doucouré, je suis journaliste, notamment pour Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Voilà, journaliste et critique ciné. Et puis, vous aurez régulièrement nos amis Céline, Françoise, Atisso, Chaka et plein d'autres. Et bien d'autres, voilà, et bien qu'on d'autres, attend et bien et on va essayer d'être le plus nombreux possible chaque jeudi. Donc je préviens tout de suite, comme c'est indiqué en titre, la room est enregistrée. Donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés parce que on espère justement diffuser cette année les rooms pour ceux qui les auront ratés, pourront les réécouter et on espère que ça fera venir encore plus de monde pour échanger sur nos films afro. Donc voilà pour la mise au point. Effectivement. Voilà, place donc au sommaire. On va être ensemble pendant 1 heure. Donc on va d'abord présenter le film et son contexte. Puis on recueillera l'avis des cinéphiles. Vous pourrez nous dire si vous avez adoré ou détesté le film. S'en suivra le fameux débat du jour. En l'occurrence, est-ce que My Life est le meilleur album de R&B de tous les temps? Et on terminera avec féminin, précise. Féminin. Ah oui, féminin. C'est pointu. Oui, c'est très important. D'accord. Et on finira avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Voilà. Donc, on passe à la partie 1, présentation du film. Donc, je vais pitcher très rapidement. Donc, My Life, c'est un documentaire de Vanessa Roth qui est sorti cet été sur la plateforme Prime Video et qui retrace le parcours de Mary J. Blige, donc cette célèbre chanteuse qu'on ne présente plus, de ses débuts jusqu'à la sortie de l'album My Life en 1992. On y retrouve une captation du concert des 25 ans de l'album et des témoignages de ses proches et de personnalités telles que Puff Daddy ou Didi ou Dee ou comme vous voulez, Alicia Keys, Taraji P. Henson et plein d'autres. Je vais passer la parole maintenant à Essimi. Essimi, est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur la sortie de ce film, le contexte, qui c'est qui le réalise, etc. Il a été tourné en 2019 sur la célébration des 25 ans de la sortie du second album de Mary J. Blige, My Life, qui est sorti au mois de novembre 1994. Il revient, comme tu l'as dit, Samba, sur ses débuts de carrière sur son début de carrière qui a commencé en 1991 et sur le succès de son premier album Was the 411 en 1992. Dans le documentaire, Mary J. Blige raconte la genèse de la production de My Life et l'impact qu'a eu le disque au moment de sa sortie. Voilà en gros
voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce documentaire qui a été produit par Didi et aussi par Quincy Jones et qui est sorti cet été sur Amazon Prime. À toi, Samba. Alors, je remarque que toi, tu dis Didi, donc toi, t'es un jeune, toi, ça, tu dis pas Puff Daddy. Mais c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Je peux pas dire Puff Daddy parce que ça parle aux anciens. Didi, tout le monde capte de qui D'accord. je parle. Ok, bah déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en as pensé, toi, personnellement, de ce film? Alors, j'ai trouvé intéressant sur le plan de la narration, sur le plan des explications concernant le processus qui aboutit à cet album, sur le retour sur sa carrière et le phénomène de Mary J. Blige depuis 1991. Voilà pour les points positifs. Pour le point négatif, j'estime qu'il n'est pas assez documenté, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup d'images d'archives de l'époque de l'enregistrement de My Life, en fait. Je pense qu'ils auraient pu utiliser les clips extraits de cet album pour enrichir justement le propos du documentaire et pas utiliser, par exemple, il y a quelque chose qui m'a fortement gêné, c'est d'utiliser des images d'archives où tu la vois en studio avec Didi, alors que ce sont nous faisons croire que ça a été fait durant l'enregistrement de l'album My Life, alors que ce sont des images qui datent de 2003 et de l'enregistrement de son album Love and Life. Voilà, il y a eu beaucoup d'images d'illustration en fait, d'animation pour raconter son histoire et finalement très peu de documents et d'images d'archives concernant la période de l'enregistrement de My Life, justement, qui est le sujet central du film. Ça m'a profondément gêné, en fait, concernant le documentaire. Mais bon, après, on peut en débattre et j'estime aussi que, par exemple, quelqu'un comme moi qui a les 13 albums de Mary J. Blige et qui connaît bien son parcours et sa musique, j'ai pas vraiment, en tant que connaisseur, j'ai pas vraiment appris grand-chose du documentaire que je ne savais déjà. Mais bon, après, voilà, le débat est ouvert et je suis prêt à discuter avec nos chers auditeurs. Voilà, dans la room. Merci, Simon. Alors maintenant, on va donner la parole aux auditeurs. Donc, si vous souhaitez monter et donner votre avis, n'hésitez pas à lever la main. On vous fera monter et chacun son tour, on pourra échanger, donner notre point de vue. On va commencer honneur aux dames avec Céline, qui est maintenant plus modératrice. Céline, tu l'as vu le Ah, docu? bien sûr, mais je voulais juste préciser que j'étais quand même arrivée avant Atisso et Keisha, donc c'est un peu normal que je passe avant ces messieurs. Oui, non, mais Euh, pas de souci. donc je voulais juste dire, oui, je rejoins carrément le point d'Issimi. Effectivement, j'ai lu le docu. Effectivement, moi aussi, je fais partie de cette génération qui a été marquée par Mary J. Blige, par son style, par sa présence, par son esthétique, euh, par, euh, par son passé, par tout en fait. Et quand j'ai vu le documentaire, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, on n'apprend pas grand-chose, il n'y a pas un petit détail juicy qu'on ne connaissait pas déjà. Et même, j'ai trouvé ça un peu bland. Je me suis dit, mais en fait, à qui s'adresse ce, ce documentaire? Je me suis posé la question, est-ce que ça s'adresse à la nouvelle génération qui connaissait plus ou moins, mais en fait qui n'avait pas peut-être la dimension de qui était euh, Mary J. Blige, enfin, par rapport à l'impact qu'elle a eu dans le passé. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été trop rapides, euh, et notamment la relation qu'elle a eue. Bon, elle en parle, mais je trouve que c'était. Enfin, je me suis posé la question de la sincérité de ses propos. Surtout quand elle parlait donc, de sa relation avec Casey, qui est quand même, je dirais, le fil rouge, le fil conducteur de cet album. Tout dans cet album, ça s'adresse à Casey, de Jodeci. Et de leur relation qui était quand même très violente et tumultueuse et pour dire abusive, etc., etc. Et je me suis dit, jusqu'à encore aujourd'hui, elle l'adresse d'une façon un peu édulcorée où elle passe sur cet épisode. L'autre point, euh,
quand on connaît un peu Marie, c'est sa relation avec son père qui, qui a été complètement dévastateur, enfin un événement dévastateur dans sa vie d'artiste, dans sa vie personnelle et dans sa vie d'artiste. Et là encore, enfin, j'ai pas senti qu'elle a fait, qu'elle nous a vraiment révélé qui elle était. Quand on voit la nouvelle génération d'aujourd'hui, les jeunes artistes aujourd'hui, il n'y a plus du tout de filtre, c'est-à-dire qu'on on sait tout ce qui se passe à l'instant T. Là, là, Marie, elle a encore mis un filtre, mais elle cherche à s'adresser à la jeune génération. Et là, je me suis dit, pour moi, c'était un peu raté. Enfin, un peu raté. Non, j'étais contente, mais j'ai pas appris grand-chose. Un peu léger en Voilà, fait. ouais, j'ai On a trouvé ça léger, ouais. un peu léger parce que si elle veut s'adresser à la nouvelle génération, on aurait aimé justement un petit peu plus de profondeur. Exactement, Comme ouais. tu expliques avec sa relation avec Casey de Jodeci, on aurait peut-être même pu avoir la réaction de Casey dans ce documentaire. Ça aurait été intéressant du point de vue de Casey, mais il semblerait qu'ils sont pas en très bons termes. Et je pense que c'est juste un documentaire de com en fait, de Ouais, présentation exactement. de l'album My Life et de Mary J. Blige en fait. Ouais, donc dans ce sens-là, j'étais un peu déçue parce que quand on regarde d'autres documentaires qui sont sortis, surtout quand on part d'une période qui est vraiment passée, c'est-à-dire qu'on a, enfin, tous ces acteurs-là, ils ont le temps de digérer ce qui s'est passé dans leur vie ou avoir un peu de distance et d'analyse. Je me suis dit, est-ce que Marie, elle va aller jusque-là? Et Marie, elle n'a pas voulu se délivrer, elle n'a pas voulu se livrer, elle n'a pas voulu dévoiler rien en fait. Même, enfin, très peu de la relation qu'elle a avec les autres personnes dans le business. Enfin, Mais j'étais un peu, excuse-moi, non, vas-y, continue, ouais, continue. j'étais un peu, ouais, je suis restée sur ma faim et je me suis dit, ça s'adresse pas à moi. C'est vraiment, comme tu disais, une promotion d'un album pour vendre l'album. Mais en même temps, voilà, voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas son meilleur album, mais on en reparlera. Mais voilà, D'accord, Ça, ce sera on en pour le reparlera dans le débat. débat. oui, 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 je m'extrapole, je laisse la place Merci à Voilà. Vinicius. Céline. Alors, Atisso, salut Atisso, comment vas-tu? Est-ce que Atisso est là? Tu Ou il nous a entends encore d'abord? des problèmes techniques? Bon, Bon, on reviendra vers toi plus on va tard. passer à Un artiste? donc on va passer à Keisha. Hello, Comment ça va, Keisha? ça va tout le monde, bonsoir. Enfin, oui, bonsoir. Alors, ton point de vue sur le documentaire? Alors, je pense que c'est un documentaire qui s'adresse en même temps à une nouvelle génération, mais en même temps aussi aux gens comme moi qui ont vécu cette époque et qui l'ont vécu de l'extérieur, en leur donnant un peu un point de vue, un peu une entrée, mais en gardant la pudeur que les gens de notre âge continuent à avoir. C'est-à-dire, moi, si demain je faisais le documentaire sur toute ma carrière, je ne le raconterais pas comme les jeunes qui aujourd'hui montrent tout de leur vie, toutes leurs relations. Dès qu'ils ont envie de pleurer, ils disent attends, laisse-moi allumer ma caméra et me mettre en live pour pouvoir pleurer. Euh, je, je pense que euh, quand j'ai vu ce reportage, ce que j'ai surtout compris de l'angle qu'il voulait avoir, c'était vraiment l'angle sociétal de l'impact de cet album par rapport à New York et surtout les deux des villes les plus pauvres de New York, qui sont Yonkers et enfin, des banlieues Yonkers et Staten Island, où on explique que en vérité, Mary J. Blige, c'est la voix de toute une génération de gens qui n'avaient pas de voix avant et qui ne se sentaient pas vraiment représentés par toutes les chanteuses édulcorées de l'époque. Et c'est la première personne qui venait du ghetto comme elle et Exactement. qui était une suicidaire comme elle, qui galérait avec bon, la drogue toute, mais bon, la drogue, l'alcool, la dépression, elle a effleuré le viol, elle a effleuré tout ce qu'elle a vécu et tout, je pense que la raison de sa pudeur, c'est le fait sûrement qu'elle est encore affectée, elle sera sûrement affectée toute sa vie par, 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 par ces choses de sa vie. Et donc, c'est plus,
c'est un documentaire qui répond en fait à la question. En fait, est-ce que c'est l'album, le plus grand album d'R&B, My Life? Et en fait, Féminin, précise bien féminin, oui, féminin. féminin. Parce que si je dis pas féminin, oui, là, oui. je me fais attaquer, là. Excusez-moi. Et en vérité, ce documentaire est plutôt en train de dire voici pourquoi c'est l'album féminin le plus important du R&B. C'est comme ça que je l'ai regardé. Ah, d'accord. Parce que le New York de cette époque-là, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont passé qui y sont allés, n'a plus rien à voir avec le New York d'aujourd'hui, n'a plus rien à voir, même les États-Unis d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les États-Unis de cette époque-là. Et aujourd'hui, tout le monde a une voix. Donc, quand une chanteuse de R&B aujourd'hui sort son album, on a tous aujourd'hui la possibilité de tweeter, d'entrer sur Instagram Live, etc., etc. À cette époque-là, les gens de ces endroits-là, du ghetto, les gens vraiment de la galère, il n'y a que le rap. Il n'y a que le rap et le R&B, un certain R&B. Et je pense que vraiment ce que ce documentaire essaye en tout cas ce que ce documentaire m'a donné, c'est vraiment la réponse parce que moi quand tu m'as posé la question en me proposant de participer à cette room, je me suis dit mais pourquoi cet album en fait? C'est la question que je me suis posée. Ouais, justement, ouais. Alors que c'est un album que moi, quand je regardais le documentaire, je revivais chaque chanson quand elle l'expliquait. Ça m'a même rappelé Casey, Joe Desi, ça m'a rappelé toute une époque. Toute une époque, ouais. Voilà, moi, c'est une époque où même moi, en tant qu'artiste, je commence à me créer, à créer mon son, etc. Et donc, je me suis vraiment rappelé de ce que je vivais et ce que j'écoutais à cette époque-là. Et je me rappelle, c'était vraiment une époque où la musique avait une importance, puisque la musique aujourd'hui est complètement jetable. Mais à cette époque-là, quand on avait nos albums, on passait d'abord le temps d'arriver à la maison, on passait notre temps à lire les livrets, etc., etc. On était vraiment impliqués dans les albums complètement d'une façon différente d'aujourd'hui où on a de la musique limitée. Et quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, j'ai compris la question qu'Essimi m'a posée. Ah bah merci. Je t'en prie. Non, mais aussi, j'aimerais poser une question à toi, aussi à Céline, ou peut-être même Samba, ou à Tissot, s'il est là, si vous pouvez me répondre. Ce qui est regrettable aussi, moi, ce que je trouve un peu regrettable aussi sur le documentaire, c'est sur l'aspect artistique, l'aspect musical de cet album My Life, qui est pas suffisamment à mon goût expliquer comment ont été conçus les morceaux. On voit par exemple P. Diddy qui est vraiment l'architecte de cet album. En plus c'est le premier album où il est le directeur artistique, le producteur de A à Z sur tous les titres. On voit aussi l'autre producteur Chucky Thompson, paix à son âme, qui nous a quittés durant cette année. On voit aussi l'auteur et compositeur Big Bug, mais sur les titres, les titres phares de cet album ou même les autres titres de cet album, on n'a pas une explication comme si c'était un making-of en fait de l'album Mary J. Blige. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ma remarque. Ah oui, Céline, complètement. Kesha, Complètement. Kalengue, il y a Kalengue que je salue qui vient de nous rejoindre. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Oui, moi j'aimerais intervenir. Bonsoir. Ouais, vas-y, Atisso. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai pas vu le documentaire, mais le point là que tu viens de souligner, il est important, Essemi, parce que souvent dans les maisons de disques, en fait, on fait ce qu'on appelle des EPK. Les EPK, c'est Electronic Press Kit. Exactement. J'ai un accent peut-être beaucoup plus soigné que mon cher ami Samba. Et du coup, en fait, c'est souvent des petits films de commande qui sont demandés par les chefs de produits, donc des artistes. Et ça a vraiment une vocation donc de reportage. Et donc c'est une mise en lumière de la fabrication de l'album de l'artiste. J'en ai réalisé moi quelques-uns à une période donc de ma vie, donc au début des années 2000 et à la fin des années 90.
Et au fur et à mesure des années, si vous voulez, ça a été l'entourage proche qui s'est retrouvé en fait à faire ce type de film. Donc c'est souvent des films courts qui sont envoyés par la suite en fait à des journalistes de presse, papier, pour pouvoir faire une chronique en fait donc sur l'album. Là, ce documentaire, donc malheureusement moi je l'ai pas vu. Je pense que c'est une bonne chose ce type de film et il en existe de plus en plus. Je sais que sur Arte, en fait, voilà, parfois ils font aussi donc des documentaires comme ça, ils reviennent sur la genèse d'un album et souvent c'est assez riche parce que donc on nous raconte un petit peu les accidents artistiques ou alors comment un morceau donc a émergé ou a évolué et puis ce que ça raconte finalement donc de l'artiste. Euh, Là, la difficulté, sans doute, qu'il y a par rapport à ce film-là, euh, est-ce qu'il s'agit en vérité donc de raconter l'œuvre, le parcours, l'évolution de Mary J. Blige, ou au contraire donc de cristalliser des choses sur un album qui est central? Et si je peux te répondre par rapport à ça, à Tissot, c'est un documentaire sur la réalisation et l'impact qu'a eu son deuxième album, My Life, d'où le titre Mary J. Blige, My Life. C'est pas un documentaire sur l'artiste en général, toute sa carrière. En fait, ils font un focus sur l'album My Life, en fait, son deuxième album. C'est ça le documentaire. Et justement, la question que je posais et ce que je trouvais, et que j'aimerais bien aussi que les autres répondent, c'est l'aspect artistique, la fabrication du disque en fait, avec qui elle a travaillé, les producteurs, comment ils ont fait, les samples et tout ça. Tout ça n'est pas assez abordé en profondeur. Enfin, moi, c'est mon point de vue dans le documentaire. Alors, je ne sais pas si Keisha, Céline, Samba ou Kalingué qui vient de nous rejoindre. Hey. J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à ça en fait. Je pense que quand on fait un documentaire sur un album après 25 années, on choisit et quand on doit faire un documentaire, on va avoir 1 heure et demie où on va essayer de garder les gens en haleine pendant 1 heure et demie. On doit choisir le point de vue ou on va choisir ce qu'on veut raconter. Est-ce qu'on veut parler de l'album en lui-même je pense qu'ils ont pris le point de vue de parler plus de l'album et l'émotion et la relation entre les différentes personnes. Nous qui sommes à l'intérieur du monde du monde artistique, on sait qu'il y a beaucoup de non-dits aussi dans ce documentaire. On ne parle pas des embrouilles avec P. Diddy, on ne parle pas des problèmes financiers, on parle pas de toutes ces choses-là. Et effectivement, ils ont pris le parti pris de moins parler de la création des titres, mais plus de l'émotion qui est à la base de la création des titres. Donc voilà, Puff Daddy était en séparation avec la mère de Justin. Exactement. Et elle était en séparation avec Casey. Ils pleuraient tous les deux. Il pleuvait dehors. Let's go, fuck it, let's do it. Et c'est ça qu'ils ont plus voulu. C'est l'angle qu'ils ont voulu prendre. Moi, dans 2 ans, ça fera 25 ans que j'ai sorti mon premier album. Mm-hmm. Et si je sortais un documentaire sur la genèse de ma carrière, il est possible que je prenne plus ce côté-là, justement, plutôt que de dire, bon, vous voyez, je faisais du rap, et puis j'ai pris tel sample, et puis j'ai fait machin, et puis voilà comment j'ai composé les titres. D'une certaine façon, c'est quelque chose que je garderai plus pour ma chaîne YouTube, et je serai plus, ok, quel est mon sentiment à l'époque, qu'est-ce que j'ai envie comment est-ce que je me ressens, quelle est ma révolte. Je pense que c'est cet angle-là qu'ils ont choisi, et on parle quand même oui, ils ont choisi cet angle-là, mais plus parler de l'émotion qu'ils ont ressenti au moment de l'enregistrement de l'album que l'enregistrement de l'album, quoi, en fait. C'est ça le regret. C'est ça. Ouais. C'est en fait quelqu'un comme moi comme j'ai dit, qui possède tous les disques de Mary J. Blige. Sur un album comme celui-ci, j'aurais aimé justement découvrir le processus d'enregistrement, en fait. Ouais, voir les sessions en studio, les samples et tout ça. Cette partie-là n'est pas montrée par rapport, si je prends un autre documentaire, parallèlement, par rapport à celui de Jay-Z, là, Fade to Black, on voit comment Jay-Z enregistre le Black Album avec les producteurs. C'est cette partie-là qui n'est pas du tout montrée dans le documentaire. Il faut penser aussi à une différence qui est sûrement notoire. C'est qu'il y a 2 types de producteurs et d'artistes. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours une caméra.
sur moi. Et avant même qu'on ait tous des caméras dans nos poches, j'avais déjà des caméras et je filmais tout le temps les choses. Donc moi, j'ai des archives, j'ai 20 ans d'archives. Donc j'ai des photos et des vidéos de tout le cheminement de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. J'ai des vidéos de tous mes concerts, etc. On ne sait pas s'ils ont on ne sait pas si à l'époque. Visiblement, ils n'avaient pas ça, puisque il y a quasiment rien dans de studio, des sessions de studio de My Life filmées en fait. Donc si tu n'as rien du tout. Donc si tu veux raconter la genèse de ça sans avoir les images, tu es bien obligé de choisir un autre plan parce que tu vas pas. Il se peut que tu aies Chucky, Chucky Thompson arrive. Tu peux nous ressortir les programmes que tu utilisais à l'époque et les sessions d'enregistrement. Peut-être qu'elles ne sont pas là. Moi personnellement, mon premier album, j'ai aucune session d'enregistrement. J'ai aucune les grosses cassettes, les Tascam sur lesquelles on enregistrait à l'époque les bandes, je ne les ai pas puisque elles ont été perdues à New York à l'époque dans un studio qui a fermé depuis. Donc mes 2 premiers albums, je n'ai pas tout ce matériel. Donc si je devais raconter les 25 ans de mon premier album, je pourrais retourner sur les lieux. Je pourrais montrer le studio de l'époque s'il existe encore. Donc, il faudrait que je retourne à Cayenne. Je ferais ces choses-là, mais je ne pourrais pas montrer des images de l'enregistrement. Par contre, sur ma chaîne YouTube, à partir de 2002, je crois, j'ai tous les enregistrements de tous les albums puisqu'on a tout filmé à l'époque. Donc, si je fais un documentaire sur, par exemple, mon 4e album ou l'enregistrement de Keisha Andikwa, par exemple, à cette époque-là, je filme déjà tout. Donc, parfois, quand on se demande, on va faire un documentaire sur quelque chose, et puis on se demande, mais est-ce qu'on a les images? Si on n'a pas les images, on est obligé de changer d'angle, se dire, bon, écoutez, parlons de l'émotion, puisqu'on n'a pas de vidéo où on peut expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on juge ce documentaire avec nos yeux d'aujourd'hui, où tout est disponible tout le temps, puisque la plupart du temps, les gens, ils se filment, tout le monde a dès qu'il se passe quelque chose, tombe par terre, tout le monde va sortir sa caméra au lieu de venir t'aider. On est vraiment dans une autre époque où en vérité, on pourra documenter le monde dans 20 ans. On pourra regarder, par exemple, on pourra demander à un Instagram de faire un snapshot de tout ce qui s'est passé dans le monde le 1er avril 2020. Et Instagram nous dira, voilà, le 1er avril 2020, il y a eu toutes ces vidéos. Donc 20 ans plus tard, on pourra vraiment regarder le monde. Archiver, documenter exactement. tout ce qui s'est passé. Dans les années 90, c'est moins évident, c'est moins une habitude que les gens avaient d'avoir. Effectivement. Donc, peut-être que c'est la raison. Alors, merci. Ok. Céline, tu veux. Attends, parce qu'il y a Kalengue qui n'a pas parlé encore. Oui, Kalengue. Pardon, Céline. Kalengue, tu nous entends? Ah, il est avec nous, mais il n'est pas encore avec nous. Céline, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que Keisha disait. Effectivement, bon, on n'est pas forcément obligé d'avoir des vidéos de tout ce qui s'est passé dans le passé, mais ce qui aurait été intéressant, c'est justement, c'est d'en parler, je sais pas, moi je trouve que ça manquait d'honnêteté, vraiment, hein. Et j'avais l'impression qu'on avait envie de donner une version lisse du passé. À un moment, il faut dire les choses. Oui, vas-y, continue. Non, mais Keisha disait que c'était. Pardon, je ne savais pas qui a parlé, je ne savais pas qui a parlé. C'est Keisha qui a parlé, il a dit c'est tout à fait ça. Vas-y, continue. J'ai trouvé vraiment on a essayé vraiment de donner une version lisse, policée, où tout le monde s'aime, où c'était difficile, mais en fait on s'en est sorti. Non, faut dire les choses, c'était difficile, on a mangé des choses difficiles et c'est ça en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu dans ce reportage, dans le documentaire, c'est que il y a un moment où il faut dire les choses, quoi. Elle ne se livre concernant ton point de vue, elle ne se livre pas assez en fait. Voilà, ouais. C'est pas forcément les images du making of ou des choses comme ça qui m'a dérangée, c'est vraiment l'honnêteté qu'elle a, parce qu'elle quand même, moi, pour avoir été plusieurs fois dans ses concerts, je me souviens d'un concert où elle était déprimée. Elle a pas arrêté de parler de son père, comment elle souffrait. Vraiment, hein, elle s'est livrée comme je n'ai jamais vu. Et je l'ai regardée. Je pense que malheureusement, c'était une des seules fois où elle s'était livrée parce qu'elle était déprimée. Mais parce que c'est quelqu'un quand même qui est très réservé, il faut dire ce qu'il est. C'est pas quelqu'un qui se livre. Et donc, quand moi j'ai vu le documentaire, je me suis dit génial.
elle va enfin se livrer à son... Parce qu'elle nous aime beaucoup, les femmes, tu vois, elle est vachement... Enfin, pour avoir été dans ses concerts, elle nous remercie tout le temps. Elle aime les fans, elle aime les gens qui l'aiment. Enfin, elle aime les gens qui l'aiment. Donc, c'est pas comme si c'était fait, quoi. Et je me suis dit, elle fait un documentaire pour ses fans. Et en fait, on est sur une version... voilà, une version un peu neutre, quoi. Et sur ce coup-là, j'étais un peu déçue parce que moi, j'ai déjà vu, hein, vraiment où elle se livrait. Et là, c'était pas le cas. Donc, bon, après, elle est heureuse, c'est bien, hein. Mais j'ai pas de souci. Euh, mais c'est pas mon interprétation de cet album-là. Bon, de toute façon, comme c'est pas mon meilleur album, On va rentrer bientôt dans le débat. Je vais juste, voilà. Mais je te laisse ouais, en bas. excuse-moi, Céline. Juste avant qu'on rentre dans le débat, je vais du coup donner mon avis, qui tient finalement rejoint pas mal le vôtre, même si moi, bah, je fais partie des un peu plus jeunes que vous, qui n'ont pas connu vraiment Mary J. Blige à cette époque-là. Moi, je crois que j'ai pu connaître Mary J. Blige dans les années 2000, et donc cet album-là me... Avec le titre Family Affair, Ouais, là, des trucs produit comme par Dr. ça, Dre. les Be Without You, là, machin, là, et tout. Et donc j'étais plus là à découvrir le personnage. Et effectivement, j'ai l'impression ouais, que c'était incomplet. Parfois, j'avais même l'impression de regarder, comment dire, Empire, quoi, ou d'avoir un truc où on force sur ouais, l'émotion, c'était très très fort, etc. Mais en fait, on sent que ben des documentaires où c'est contrôlé parce que la personne qui est au centre ben a un droit de regard, et on voit bien que on n'a pas accès à tout, et il n'y a pas la narration. Je pense que si la documentariste avait pu faire son docu, on va dire indépendamment, et ben elle aurait peut-être pu faire raconter ou raconter autrement le documentaire. Et là en fait on sent qu'il y a trop la patte ou le regard du principal intéressé, Trop et du coup promotionnel, trop promotionnel. c'est beaucoup plus fade, quoi. C'est dommage, mais après voilà, pour des gens comme moi, on apprend pas mal de choses. Mais moi j'ai trouvé ça long parce que je trouvais qu'on en... Pourtant, il dure qu'une Bah heure ouais, 20. mais j'ai trouvé long parce que on a insisté beaucoup en fait sur des choses qui restaient abstraites, quoi, sur les émotions, sur c'était dur la vie, c'était dur, D'accord. mais en fait on n'a pas le détail de ce qui était dur. C'est un peu ça qui est un peu dommage. Effectivement. Mais c'est un peu justement la différence entre quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui et qui est habitué à tout partager, et quelqu'un qui a 50 ans et qui est plus dans la retenue. Et ils sont effectivement, Didi, elle et tous les gens qui sont là pour être représentés dans leur, effectivement, sous leur meilleur angle. Ils veulent tous être, voilà, ils sont tous beaux, ils ont la barbe, teinte. Voilà, on n'est pas là pour se montrer. C'est un peu comme ce qu'il disait, c'est un digital EPK. Hein, c'est vraiment, c'est Ce que plus disait Atisso. voilà, exactement, c'est plus un truc promotionnel pour nous et notre achievement d'une certaine façon. Ça pourrait même être une version de ce documentaire, une version de 5 minutes par exemple, ou de 10 minutes, pourrait être présentée avant de te donner le Lifetime Achievement Award ou un truc comme ça. Et c'est une certaine façon, voilà, on se tapote sur le dos, bravo, bien joué, tu as réussi malgré toute l'adversité. Et je pense que c'est l'angle vraiment qu'ils ont choisi. Et effectivement, enfin, personnellement, en tant que personne du troisième âge, Oh, moi, justement, j'apprécie beaucoup plus. C'est-à-dire, autant j'apprécie en tant que beatmaker un documentaire où les gens expliquent vraiment comment ils ont fait les instrus.
Mais bon, d'une certaine façon, c'est un peu toujours la même chose. Voilà, on a fait ça, puis on a posé des sons ici, on a posé des voix comme ça, C'est truc a vrai, fait des c'est chœurs. vrai. Tout ça, je l'ai lu. Tout ça, je l'ai lu en fait déjà dans les crédits, donc le voir va pas vraiment changer quelque chose à ma vie. Par contre, euh, revivre les chansons sur lesquelles les chansons de mes 20 ans et avoir un contexte dessus, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché. Et pour répondre quelque chose à Céline, en vérité, quand je suis sur scène et quand je suis devant les caméras, même si je suis moi-même, c'est pas la même chose en fait. Quand tu es sur scène et que tu reçois l'énergie de tes fans et que, par exemple, je donne un exemple personnel. Ouais. Ma mère est à l'hôpital, elle va se faire opérer. Je ne sais pas si je la reverrai. Je la laisse en Côte d'Ivoire où elle vivait à l'époque. Mais j'ai un concert le lendemain, je dois prendre l'avion. Et je ne saurais si elle a survécu que À la fin du concert. après mon concert. Et de toute façon, il vaut mieux que je le sache après le concert parce que sinon, on est que le business. Donc mon manager sait les choses, mais me protège des informations. Maintenant, je suis sur scène et je chante avec mes fans. Et quand mes fans commencent à pleurer sur une chanson qui les émeut, je pleure aussi pour d'autres choses. Et quand on est sur scène, l'énergie n'a rien à voir avec quand on est dans un truc édulcoré où on appelle les neveux, les tantines, les machins, Ouais. tout le monde s'est habillé dans son meilleur truc. Voilà, c'est un truc que les Américains savent très très bien faire. C'est une espèce de semi-documentaire, truc promo, tu vois, où Ils savent bien se mettre en scène, en fait. mais évidemment, ils sont dans un truc, donc après, et puis on va te mettre des petits bouts de concert où justement on te montre la vraie Marie, c'est-à-dire enfin, la vraie Marie dans son élément. Parce que sur scène, on est dans notre élément, c'est quelque chose de différent, on peut être à nu complètement. Et puis dans les backstage où tu as quelqu'un qui vient, plusieurs fois, on te montre des gens qui lui disent tu m'as sauvé du suicide. Et je pense que c'est ça qu'ils ont vraiment voulu mettre en avant dans ce documentaire. Ok. Kalangue, bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir, Estemi. Bonsoir. Tu as vu le documentaire? Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu as un avis ou pas j'ai un avis. Tu es juste là pour le débat, en fait. Écoute, j'ai un avis sur le documentaire, mais je l'ai pas tout vu. Donc, je vais tout regarder, mais par contre, j'ai peut-être dû voir la moitié. Oui. Et sur ce que tu as vu. Je dois avoir le même âge que Kesha. Je pense que tu es plus vieux que lui, non, mais excuse-moi. Ouais. Quatrième âge. Quatrième âge. Et franchement, j'étais touché par. C'était vraiment très fort en réalité parce que voir ces images-là, l'entendre parler de cet album, ça m'a ramené en 94. Et quand j'ai découvert cet album, ça devait être en décembre 94. Je travaillais sur le premier numéro de Da News et je l'écoutais avec un autre album qui était l'album de Sista. Ces deux albums-là, je les écoutais matin, midi, soir. Et cet album de Mary J. Blige, quand je l'ai eu, j'étais troublé un peu parce qu'on sortait du hip-hop soul. Donc, elle était là. De la New Jack Swing, en gros, ouais. Ouais, New Jack Swing, ouais. Mais même là, elle avait un côté un peu plus profond. Tu vois, direct, quand tu dis My Life, tu penses directement à Roy Ayers, tu vois, à des gens. Ouais. Et, qu'elle sample. Et je trouvais qu'elle apportait quelque chose qui était vraiment plus elle. D'accord. Je comprenais pas spécialement toutes les paroles. Je n'arrivais pas toujours à comprendre. Mais il y avait une énergie qui faisait que c'était mon album avec celui de Sista que j'écoutais tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, ça m'a assez touché. Le documentaire m'a assez touché. Comme toi, je me dis, pour le peu que j'ai vu, tu vois, je t'ai dit, j'ai vu la moitié, mais ça m'a tellement pris que je me suis arrêté et j'ai pas encore repris. Complètement. Ma parole. Elle est presque là. Mais non, mais ça rappelle trop de choses. C'est trop de choses, Mary J. Blige, My Life. Trop de choses. Donc, j'ai arrêté et
je vais reprendre. D'accord. Mais c'était vraiment fort. Et effectivement, bon, on voit pas comment un compose, enfin, on voit pas les producteurs et tout ça. Mais je pense que quand tu parles de voir les producteurs et Simi, je pense que tu parles d'une série qui était sortie en DVD il y a 20 ans. Non, il y a peut-être pas 20 ans, il y a peut-être 10 ans, qui s'appelle Classic Album. Tu vois? Non, mais Et là, on excuse-moi voyait de te... vraiment la conception d'un album avec les musiciens, les producteurs, Non, mais les chanteurs et tout. Et c'était vachement intéressant. Mais là, on est oui. vraiment dans autre chose, quoi. On Oui, est mais parce que excuse-moi de te couper, Kalangay, comme c'est justement le documentaire sur l'album My Life, moi, ma référence, c'est plus Fade to Black de Jay-Z, où tu le mais, vois raconter, voilà, et tu le vois un moment en studio, réfléchir comment, voilà, tu vois les sessions de studio, et c'est ce qui manque, en fait. Et de cette période de 94, comme tu dis, qui a touché tout le monde, qui m'a touché aussi. Donc, ça aurait été bien d'avoir ces images d'archives là aussi, ça aurait donné un petit peu plus de poids au documentaire. Ça manque ça. On est effectivement l'émotion, c'est important. On a tous été touchés. Il n'y a pas de souci. Mais la dimension artistique et la fabrication de l'album dans le documentaire n'est pas là en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Ouais, Samba. alors du coup on va passer au débat. Imi, est-ce que Ouais. tu peux poser les termes de ce débat? Alors, on va revenir à la genèse de l'album, hein, My Life. Hein. Quand My Life sort le 29 novembre 1994, Mary J. Blige jouit d'une énorme popularité en raison du succès de son premier album What's the 411. Quand on écoute le disque, on a affaire à une Mary J. Blige déprimée, liée à ses problèmes de drogue, d'alcool et aussi à sa relation tumultueuse avec le chanteur Casey du groupe Jodeci, comme l'a dit Céline. My Life arrive à un moment charnière où la musique noire américaine est dominée par la New Jack Swing. L'album va structurer le R&B contemporain grâce à une nouvelle manière de produire orchestrée par Didi qui va inspirer la scène du R&B féminin. Donc pour moi, en raison de l'impact, de la qualité de la production et de l'interprétation avec toutes ses failles, My Life est pour moi le meilleur album de R&B, le plus grand album de R&B féminin. Donc là, je pose le débat, j'ai donné mon avis et j'aimerais bien avoir le vôtre. Et puis à tous ceux qui veulent s'exprimer par rapport à ça, levez la main et venez vous exprimer, quoi. Donc voilà, le débat est La ouvert. bombe est lâchée. On prend la parole. Qui c'est qui veut clasher Simi? C'est parti. Céline. C'est Clash. parti, Céline. Il n'y a pas de Le souci. challenger. Vas-y. On a 20 minutes. Vas-y. Ah, et c'est marrant parce que quand je vous écoutais, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, mais en fait, Mary J. Blige, c'était un produit, hein, quand on regarde bien. Moi, je pense pas que Mary J. Blige c'était une artiste. Moi, je pense vraiment, sincèrement, que Mary J. Blige, elle avait une superbe voix et que Didi l'a façonnée en ce qu'il voulait, en fait. Et pour moi, son meilleur album, c'est What's the 411. Pourquoi? Parce que c'est l'album où on voit techniquement sa voix qui est puissante dans cet album. C'est un album qui est très proche du mouvement effectivement New Jack, R&B, mais qui reste strict, qui lui donne une crédibilité auprès donc, de la gente féminine noire, parce qu'on n'avait pas de représentatif. Elle avait tout, elle avait le style que P. Diddy lui a donné, hein, parce que en fait, quand on regarde bien Marie, avec sa compagne de l'époque, Misha Hilton. Voilà. Et même quand on regarde toute sa carrière moi, Marie, je l'adore, mais quand on regarde toute sa carrière, elle a des styles qui passent dans tous les sens. Et parce que je pense que même musicalement, alors après, c'est bien de s'enrichir et je ne suis pas du tout voilà, pour être un cloisonnement musical, etc. Mais en tout cas, P. Diddy l'a repéré et il en a fait un produit. Et ce produit, ça a fonctionné parce que la méthode P. Diddy, c'était je prends de la musique un peu des années 70 ou enfin, voilà, des classiques américains, je mets ça sur un tempo Jones, je change tout et je lui donne un côté strict et ça donne la cred. Et je pense que ça a marché parce que pour moi, c'est comme un produit pop. Ça a marché, ça a plus que marché parce que ce qui a marché, c'est sa voix. Elle a une voix, voilà. C'est, Rock. voilà, une voix qui est cassée. C'est un peu comme les Amy Winehouse. C'est une voix qui a vécu et ça peut pas s'inventer.
voilà, ça vient des tripes et c'est du vécu. Donc, Marie, c'est une grande artiste. Quelle que soit la chose qu'elle a fait. Moi, ce qui me dérange dans l'album My Life, enfin, c'est pas qui me dérange. My Life lui a donné une dimension, je dirais, elle est passée de street à, je dirais, commercial, mainstream. Oh, ouais. Non, ça a marché. C'était pas cantonné que dans les trucs black. Ça a marché. C'était une dimension internationale. Ça a marché. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, commercial, c'est pas négatif, hein. Ah non, mais non, Moi, mais non, mais j'aimerais non, bien mais vendre c'est- aussi, hein. Ah, bien sûr, non, mais on n'a jamais dit ça, hein. Non, mais voilà. Moi, je suis pas sûr que que c'est vraiment touché la France. Hein. Ouais, c'est 3 millions d'albums vendus aux États-Unis, hein. Et le premier album, il a fait combien? Il fait près de 2 millions, je crois. C'est tout. Les deux Ok. premiers. En tout cas, il lui a donné une plateforme. Alors, je reviens. En tout cas, il lui a donné une plateforme parce que je reviens juste. Le premier album, il était street, donc il n'y a pas de débat. Là, on est sur un marché cloisonné, street black, On est etc. en pleine période de notre Jack Swing. Voilà. Le deuxième, donc My Life, c'était plutôt. Là, je vais commencer à rentrer dans la dimension internationale. Et d'ailleurs, quand on voit son troisième album, c'était un album justement pour dire voilà, je suis là, et je suis commercial, etc. Donc moi, j'ai pas de problème avec cet album. Je l'aime bien, il y a des bons morceaux, mais la sauce P. Diddy, voilà, je prends des samples, etc. Meilleur album, non. Pour moi, le vrai album de Marie, c'est What's the 411 parce que c'est un album qui met en avant sa stature en tant que femme forte, noire, dans le milieu où il n'existait pas ça, on ne voyait pas ça. Elle n'était pas obligée d'être habillée voilà, elle était habillée street, mais en même temps féminin. Elle avait pas voilà, elle était dans son truc, elle avait une voix qui était incontestable parce que c'est quand même, voilà, elle a quand même chanté avec Bono, elle a chanté avec des grands artistes, etc. Donc c'est quelqu'un qui a su dans le temps et voilà, trouver son public. Mais pour moi, c'est pas le meilleur album d'un R&B féminin. Non, je suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Ok, je répondrai après, mais non, je laisse les autres répondre. Kalangé, Kesha. Et pour toi, c'est quoi le meilleur album R&B féminin? C'est lequel? J'ai pas de meilleur album. J'ai des morceaux que j'adore, mais je veux pas dire de forme, enfin, je sais pas, j'arrive pas à hiérarchiser parce que parce que en plus de ça, chaque morceau, chaque album a, comment dire, fait appel à des souvenirs, à des choses comme ça. Mais pour moi, en tout cas, de toute façon, je ne dirais jamais meilleur album R&B féminin. Pour moi, ça n'existe pas. Mais par contre, le meilleur album de Mary J. Blige, pour moi, c'est pas My Life. Parce que My Life, c'est juste un album qui a marché, qui était commercial, parce que voilà, il n'y a pas eu de création. Ah ben c'est mon opinion. Ouais. Mais What the 411, il n'y avait pas, c'est pas une continuation, c'était nouveau, c'était brand new. Elle est arrivée avec un concept, elle est arrivée avec un album avec chaque morceau était incroyable, nouveau. Là, quand moi j'écoute My Life et que je vois c'est tel sample qui est là, tel sample qui est là. Eh ben, c'était ça la nouveauté dans le R&B. Mais non, mais il y avait ça dans le rap. Mais il y avait ça dans le rap. Non, mais il y avait ça. Oui, mais dans le rap, mais c'était dans le R&B, non. Pour moi, c'est pas la créativité. Hein? Parce que Didi a décliné ça à je sais pas combien sur. Oui, mais ça a structuré le R&B contemporain des années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les samples, on pouvait l'utiliser aussi dans les échantillons, l'utiliser dans le R&B, chose qu'on faisait pas avant, et c'est ça qui a permis à structurer le R&B contemporain, parce qu'on n'est plus, en 94, comme je dis, c'est une année charnière, parce que cet album-là change la donne en termes de R&B, en termes de R&B féminin, et comment on market aussi les artistes du R&B féminin. Et oui, elle a un petit côté glamour, mais il y a toujours ce côté street qui est toujours là dans My Life. Il y a des morceaux qui sont un petit peu beaucoup street. Elle sample même, quand tu regardes les samples, elle sample des rappeurs. Il y a un sample de Notorious B.I.G., il y a un sample de Slick Rick. Donc elle sample des rappeurs. Et c'est ça la nouveauté, puisque What's the 411, je peux te suivre sur What's the 411, mais What's the 411, on est à une époque en plein New Jack Swing. Donc c'est pas forcément très révolutionnaire, puisque elle suit What's the 411 est dans les pas initiés par Teddy Riley avec la création du genre de la New Jack Swing. Or, avec My Life, acte la fin quasiment du New Jack Swing, on passe à une nouvelle ère du R&B. Mais Essemi,
What the 411, il y a Ouais. quand même un avant et un après aussi, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a New Jack Swing, mais New Jack Swing, c'est vachement musical et compagnie, ça joue. Là, il y a des samples, tu vois, c'est carrément une autre façon de voir. Mais si tu te rappelles, hein, quand elle est arrivée, c'était un bouleversement. Oui, parce qu'elle chantait comme le dit dans le documentaire Method Man, elle chantait sur des beats hip-hop. Voilà, avec C'est ça. What the 411, ce qui se faisait pas avant. Oui, ce qui se faisait pas avant Ce qui se pour faisait très peu, parce que même ce qui Teddy se Riley, faisait pas avant chez les femmes, mais ce qui se faisait chez les hommes. Ce qui non, se même faisait Teddy pas chez les Riley, femmes. il utilise des breaks, des beats de rap. Mais il y a une telle orchestration dessus qu'on n'est pas dans le truc un peu épuré à la Mary J. Blige, où vraiment tu sens la basse, c'est vraiment le truc de rap, quoi. Enfin, le break qui a été popularisé par le rap. Mhm. Donc je pense qu'il y a. Bon, on peut comprendre que l'album préféré de Mary J. Blige, c'est vraiment un album qui a vraiment changé les choses. Parce que là, je te parle vraiment de mes souvenirs. J'ai pas réétudié, machin et tout ça, mais c'était vraiment un album qui a changé les choses à partir du moment où elle était dans le. Elle est arrivée avec Reminisce sur la BO de je sais plus quel film, là. Quand elle arrive en 91, c'est avec You Remind Me sur la BO du film Strictly Business. Voilà. Elle est arrivée avec ça, où t'entends direct, mais c'était un truc de fou. Je me rappelle encore Oui, l'émotion. oui, parce que c'était la première fois qu'on voyait une femme chanter sur des beats hip-hop. Voilà, la voix, a cappella, puis le beat qui arrive. Tu dis, ah putain, merde, c'est quoi ce truc-là? C'est qui cette meuf? Tu vois? Oui, bien sûr. Et après, l'album a suivi et était dans le même schéma. D'ailleurs qui s'est un peu, je crois que si je me trompe pas, qui s'est un peu répété sur le deuxième album parce qu'il y a eu les remixes aussi du deuxième album. Oui, mais là tu parles, là tu parles en termes de remix, mais moi je te parle sur la sortie de l'album My Life. Tu vas voir que toutes les chanteuses R&B et tous les producteurs de R&B qui vont suivre après l'enregistrement de My Life vont se focaliser sur comment a été produit le disque. Comment on utilise des samples, c'est ce qu'a fait Jermaine Dupri, c'est ce qu'a fait les Trackmasters. Si tu regardes toutes les productions qui vont suivre après la sortie de My Life, tous les producteurs se calquent sur comment a été produit ce disque. Quand tu regardes Escape et consorts, c'est ça là-dessus. Brandy, pareil, René Jerkins, tu vois, le sample a été, il a démocratisé le sample dans le R&B en fait. C'est la force de Didi. Et je trouve que. Bonsoir, est-ce que vous entendez la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, Françoise. Bonsoir. Désolée, aussi, tu peux t'exprimer aussi sur ça. Bonsoir. J'arrive un peu en avant et j'ai hâte d'écouter le replay. Mais depuis quelques minutes, là où j'écoute, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup de musique et pas beaucoup de musique, de musique et pas beaucoup de lyrics. Et je pense que toute la dimension d'écriture, notamment dans l'album de My Life, c'est, je pense, une composante qui est super importante. Pourquoi c'est aussi un album qui est aussi important, je pense, dans la musique et dans le R&B. En tout cas, moi, en tant que femme, c'est un album qui a vachement résonné, mais bien sûr, la musique, et bien sûr, parce que What the 411 était juste... Mais à mon sens, l'évolution encore plus avec My Life, c'est que je trouve que les lyrics étaient encore plus profonds, forts et avaient encore plus de sens avec ce que elle ressentait, je pense, à l'époque. Et du coup, comment on pouvait ou pas s'identifier, je trouve, à ça. Et je pense que cette dimension d'écriture, à mon sens, est super importante dans le fait que les gens aiment l'album. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est de ça qu'il est question dans le documentaire. Hein. C'est l'impact des paroles, hein, plus que de la musique d'ailleurs. Si je me trompe pas. Hein. Ouais. Non, il juge. Enfin, comme on l'a dit, même comme Kesha l'a dit et moi-même on l'a dit, je pense qu'ils ont opté sur l'angle émotionnel et des lyrics parce qu'ils n'avaient pas assez d'archives concernant l'enregistrement de ce qui se passait à l'époque, quoi. Mais je pense qu'ils étaient limités à ce niveau-là. Je suis d'accord, mais au-delà de ça, je pense que et finalement au-delà de cet album,
je pense que Mary J, ce qu'elle a aussi pour elle, c'est qu'effectivement, en termes d'émotion et en termes de comment elle ressent et comment elle vit ce qu'elle raconte, je pense que c'est aussi, il y a peu d'artistes, moi, je trouve, en tout cas, qui, avec autant de sincérité et peut-être d'ailleurs autant de blessures, quoi. Donc, je suis d'accord, Essimi, avec ce que tu dis sur le côté archive, peut-être qui manquait, mais cet angle, je pense, émotionnel, de toute façon, ça fait partie de l'artiste, quoi. Ça fait partie même. Effectivement, bien sûr. Donc, voilà. Keisha, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'en vérité, tout dépend de l'angle qu'on prend pour définir si cet album est l'album R&B de tous les temps pour un artiste féminin. Si on prend l'aspect émotionnel, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. À cause de ce qu'elle vit à ce moment-là et de ce qu'elle représente pour toute une génération, effectivement, c'est un album phare. Et c'est peut-être l'album phare pour ce qu'il représente pour cette époque et pour nous tous voilà, moi je venais du rap, je commençais à rentrer dans le R&B aussi, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait le pont entre les deux. Donc effectivement, et aussi tout ce qu'elle vivait, ce qu'elle expliquait, donc tout ça, on l'a déjà expliqué. Maintenant, si on veut parler de musique, et est-ce que cet album, c'est l'album phare, et donc c'est-à-dire est-ce que c'est un album qui est la genèse de quelque chose qui va être ensuite dupliqué par tout le monde, etc. Moi, personnellement, qui est construit, aidé à construire des carrières d'artistes, très souvent, c'est pas un album. Moi, je dirais, c'est 411, My Life et Share My World, qui sont ce moment qui définit vraiment le R&B pendant un certain laps de temps. Et en plus, je pense que c'est vraiment toute l'écurie Bad Boy. C'est pas juste un album. C'est vraiment tout cet univers à ce moment-là. Et excuse-moi. Et je pense que la différence avec Chucky, avec My Life, c'est que c'est peut-être un des premiers albums où où on prend un beatmaker, un compositeur, et Chucky Thompson, qui est le chef d'orchestre de cet album, qui amène justement, qui la sort un peu du côté street et qui l'amène dans quelque chose qui est peut-être beaucoup plus léché, parce que lui, c'est vraiment un moins, tu vois, à l'époque, il y avait Puff Daddy et les Hitmen. Non, les Hitmen, ils étaient pas encore créés à cette époque. Et c'est justement sur l'album My Life qui conceptualise la team production les Hitmen. Parce que quand tu regardes dans l'album, il y a bien sûr Chucky Thompson, il y a Prince Charles Alexander, il y a Nashin Merrick et il y a Herb Middleton. Tu vois, ces quatre producteurs-là vont faire partie du crew mais ce que je veux dire, c'est Hitmen. à cette époque, quand tu faisais un album, tu avais le producteur phare, entre guillemets, celui qui était vraiment la personne qui allait créer, on va dire, le moule général, et ensuite tu rajoutais les uns et les autres. C'est un peu ce qu'ils disent dans le reportage. Et donc, et c'est après qu'arrivent les Dark Child et compagnie. Donc, chaque époque après a amené son producteur qui était un peu chargé puis après les Neptunes, etc. Et je pense vraiment que pour moi, c'est pas vraiment cet album, c'est plus cette époque-là et toute la musique qui est sortie de ce camp. Si on met What's the 411 My Life, on doit aussi mettre Face Events, on doit aussi mettre tous les groupes du ce New York de cette époque-là qui ont vraiment changé la musique qu'on est. Ouais, moi je me rappelle, parce qu'à cette époque-là, nous on dansait comme des malades en discothèque, on allait dans les soirées justement hip-hop et R&B. C'était les premières soirées hip-hop et R&B en France, en tout cas pour notre génération qui avait un peu plus, on pouvait aller dans certains clubs, on devait s'habiller d'une certaine manière, etc. Donc ça nous ramène à tout ça. Et quand j'écoute ces albums-là, j'en ai pas un qui me dit, c'est vraiment l'époque, le camp Bad Boy qui pour moi représente ça. Et Mary est clairement un élément central de cette révolution. Avec My Life. Voilà, mais je ne peux pas laisser Faith Evans, personnellement. Et après, on commence à rentrer dans le personnel. Après. Oui, mais on commence à rentrer dans le personnel. C'est-à-dire que est-ce que l'album d'une personne t'a marqué à quel point tu te dis, ça a changé la musique? Ça va vraiment dépendre de ce que toi tu as vécu dans cet album et qu'est-ce que ça t'amène. Maintenant, est-ce qu'on peut dire on peut rentrer dans la technique, parler de
la façon dont la musique a été faite différemment. Si on veut rentrer dans ça, on est obligé de plus donner ce titre à 411 parce que 411, c'est là qu'est vraiment la révolution. C'est la révolution se passe ici. Et alors que My Life, c'est déjà on va dire le encore. On prend déjà un peu de la révolution et on rajoute en plus un peu de mainstream et on rajoute tout le côté où elle se livre réellement. Donc, si vraiment on veut parler des lyrics et de ce qu'elle vit à ce moment-là, Casey, Jodeci, etc., oui, dans ce cas-là, émotionnellement, clairement, My Life et cet album. Si on parle maintenant de musique en tant que beatmaker, en tant que quelqu'un qui a créé des albums, 411 a plus ce côté en tant que beatmaker. Donc ça dépend vraiment de non, mais quel angle. Moi, je fais une synthèse de tout. Hein. Je suis désolée, j'ai juste quelques secondes. Mais je pense en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris je suis désolée, je coupe la parole, c'est pas très. Non, c'est pas grave. Très poli. Quand on dit le plus grand album, pour répondre à Kaïcha, je pense qu'effectivement, comme toi, t'es musicien, t'es artiste, t'es compositeur, etc., c'est presque un peu biaisé parce que t'es des deux côtés, en fait. Ouais. Si tu penses juste au côté public, j'ai envie de dire, un peu comme quand on dirait juste au grand public, quel est le meilleur album de Michael Jackson, y en a certainement un qui va faire que 80% des gens vont dire c'est celui-ci, en fait. Et je pense que sans parler de révolution comment ça peut influencer tout le R&B après What's the 411, à mon sens, effectivement, My Life, oui, et de façon vraiment très grand public, et pas forcément spécialiste, est le plus grand album de Mary J, en fait. Et du R&B féminin, au-delà de ça. Et je rejoins ce que tu dis, Keisha, sur je sais plus d'ailleurs comment s'appelait cet album de Faith Evans. Le premier Faith. Oh là là, le premier Faith qui est juste à tomber, et hyper beau. Et d'ailleurs, elles étaient très potes. Et je trouve que elles ont un duo d'ailleurs sur cet album qui est pareil, qui est juste sublime. Donc oui, en termes de qualité aussi, cet album est un classique en fait. Mais peut-être qu'il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu My Life, parce qu'il reprend les mêmes codes, alors, la même manière de produire. Parce qu'on va arriver à la fin. Et donc là, vous avez parlé de Faith Evans, et c'est vrai que quand quasiment tout le débat, finalement, c'est est-ce que c'est 411 ou est-ce que c'est My Life le meilleur album, mais est-ce que vous pourriez nous dire, si c'est pas cet album de Mary J. Blige, est-ce qu'il y aurait un autre album d'un autre artiste qui pourrait concourir à ce titre de plus grand album de R&B féminin? Mais moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'on a parlé de la musique, les paroles, mais il y a autre chose aussi, parce qu'on parle de Faith Evans. Moi, j'ai vraiment kiffé Faith Evans, surtout le premier single. Après, l'album était pas mal, mais c'est un niveau malgré tout, malgré un premier single de ouf, en dessous de Mary J. Blige, parce que Mary J. Blige, c'est un peu comme Jodeci. Et c'est que, ok, il y a la musique, ok, il y a les prods, enfin, il y a les textes, mais il y a aussi l'attitude. Ça veut dire que toutes les meufs se prenaient pour Mary J. Blige. Ouais, c'est vrai, avec les mèches blondes, le béret casquette en cuir. Voilà, c'est vrai, c'est l'attitude, c'est le look. Je confirme. Bah oui, l'image. Donc l'impact, c'est un tout. C'est dans la grande sœur de Céline, là. Voilà, donc c'est la façon de danser aussi. Dans les soirées, les meufs à danser comme Mary J. Blige. Exactement. Donc c'est un tout. C'est ça l'impact vraiment quand tu arrives. Bon, pour moi, elle n'est pas commerciale. Elle n'est pas commerciale. Peut-être aux États-Unis, elle marche. Mais c'est pas une artiste commerciale parce qu'en France, ça marchait pas. Non. Ça, le single qui s'est le plus vendu, je crois que c'est Family Affair. Hein. Bah ouais. Non, mais Kalingé, je t'assure que les Family Affair, No More Drama, ça a vendu, grave. Oui, mais pas My Life, pas à l'époque de My Life. On parle de My Life. Non, pas de My Life. Non. Ouais. My Life, c'était vraiment un public spécialisé. Ouais, urbain et tout. Il n'y avait pas des millions, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment cet impact qui est intéressant, c'est comment tu agis sur le mental des gens. Ça veut dire que les gens se changent, les gens s'habillent autrement, les gens dansent autrement. Ce que n'a pas pu faire Faith Evans, ce que n'a pas pu faire beaucoup de chanteuses et de chanteurs de R&B. Donc il n'y a pas d'autres artistes qui en débat là. C'est ça qui est ça là-dessus, vous êtes tous d'accord. Mais homme ou femme, simplement.
Mais après, Simi, tu peux peut-être citer un homme si vu que Non, je peux pas citer. Non, je peux pas citer parce que je vais citer quelqu'un, ça va créer un autre débat. On fera une autre room alors pour débattre. Il s'appelle Ah ouais, Robert, non, et je arrête-toi m'arrête là. là. Arrête-toi là. Non, on veut pas de problème. Je m'arrête D'accord, là. mais du Voilà. coup, personne d'autre, ouais, en artiste, il y a que Mary J et elle est en clash avec elle-même, quoi. C'est ça, en résumé. Ouais, c'était ça. C'est vraiment On pourrait dire ça. excuse-moi. Vas-y, Kesha. Moi, je pense vraiment que c'est. Moi, je suis obligé de faire la synthèse entre ces 3 premiers albums, en fait. Et avec ces 3 premiers albums, effectivement, elle est undisputed. C'est vraiment l'artiste de cette époque. Et cet album, c'est un album qui est très, très, très important. Mais comme tous les albums, il y a toujours quelque chose avant, il y a toujours quelque chose après. Donc, c'est toujours, ça dépend toujours de l'angle auquel tu regardes. Mais ce serait très difficile de trouver quelqu'un qui, avec 3 albums, a vraiment révolutionné ça. Même si je préfère personnellement une artiste comme Faith Evans, je peux pas donner la couronne à Faith. Absolument pas. Mais il y a aussi Erykah Badu. Voilà, il y a une challengeuse. Qui arrive bien après et qui dit que My Life, ça l'a inspiré aussi. Donc, tu vois. Bien après, oui, bien après, mais elle est arrivée en même pas si loin que ça. Hein. 3 ans après, mais voilà, elle t'explique que My Life, ça a impacté aussi sa vie. Tu vois, donc toutes les chanteuses R&B soul qui vont arriver derrière. Oui, mais tu peux remonter aussi à Aretha Franklin, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, mais si tu veux remonter à des inspirations, tu vas trouver Chaka Khan, tu vas retrouver Aretha. Non, mais Aretha Franklin, c'est l'inspiration de l'artiste. On te cite pas un album de référence, en fait. C'est ça. Même si elle a créé des belles albums, notamment on dit l'album de gospel qui s'est plus vendu, Amazing Grace. Mais Aretha Franklin, c'est pas un album que les artistes sont influencés par elle. Tu peux dire Chaka Khan alors. Je peux dire Chaka Khan. Il y a toujours quelqu'un qui a un point de référence. Anita Baker. Et pour moi, je n'ai pas de problème à dire que Mary J. les a influencés. Maintenant, non, My Life, l'album My Life. Bon, alors, on ne vous réconciliera pas sur ce point-là, et Simi et Céline, mais on va devoir conclure ce débat. Donc, si j'ai bien résumé, il y a un battle entre l'album 411, c'est bien ça, What the 411 de Mary J. Blige et My Life. Et voilà, et on a Keisha qui fait la synthèse, qui lui pense qu'il faut compter la trilogie, quoi, les trois albums de Mary J. Blige. Ouais, Share My World, ça va un peu dans tous les sens parce qu'il y a des multitudes de producteurs de sons totalement différents avec Jimmy Jam and Terry Lewis, Ronnie Jerkins, Babyface, R. Kelly. Mais ça, c'est quand il y a du budget. Trackmasters. Quand il y a du budget, c'est comme ça. Ça arrive de tout. Oui, mais moi, j'aime la cohérence, tu vois, la ligne artistique, la direction artistique, quoi, tu vois. Encore que je peux voir sur What the 411 et sur My Life. Et en revanche, sur Share My World, je partagerai l'avis de Céline qui dit, ouais, Share My World, ça a été marketé commercialement vraiment pour un large public. Parce que c'est un produit. Parce que Mary J. est un produit. On va arrêter le débat ici. Je vous remercie d'avoir participé à ce riche débat. Avant qu'on conclue, Simi, tu vas nous faire un point sur les sorties cinéma, parce que nous, on va voir les films, on regarde les films sur les plateformes, mais on va aussi les voir au cinéma. Simi, vas-y, c'est à toi. Alors, j'ai choisi Honneur aux femmes. J'ai choisi 2 films qui sont en salle en France et aussi en Afrique. Non, il y a un des 2 qui est en Afrique et sur le continent, mais pas en France. Alors, le premier film, c'est Candyman de Nia DaCosta. Je vous conseille d'aller le voir. Un film d'horreur politique. Ça parle de gentrification, de questions raciales. Et il faut savoir que Nia DaCosta est la première réalisatrice noire à être numéro 1 au box-office,
elle a été numéro 1 box-office au moment de la sortie de Candyman. Le deuxième film, c'est Freda, qui est sorti hier en France, de Jessica Genius. C'est le premier film d'une réalisatrice haïtienne. C'est un drame social sur la situation des femmes en Haïti. Elle s'est fait connaître cette année lors du festival de Cannes. Elle était dans la catégorie Un certain regard. Et puis, une info, le festival de FESPACO, le plus grand festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui commence le 16 octobre et qui se termine le 23 octobre. Donc, voilà pour l'actualité cinéma. Merci, Simi. C'est la fin de notre room. Donc, le Ciné Club Afro. N'hésitez pas à nous suivre, à rejoindre le club pour ne pas manquer les prochaines rooms. Vous pouvez aussi suivre nos comptes respectifs, à moi Samba Doucouré, à Essimi Mévégué, mais également à Céline qui est très souvent là pour reconnaître la suite. Keisha, est-ce que tu as une actualité ou est-ce que tu es à la retraite? Je sors un single tous les vendredis. Très bien ça. Et j'ai un album. Et c'est quoi, quel titre donc qui sort demain alors vendredi, j'ai un remix single d'un des singles que j'ai sorti dans mon album de 2017, puisque j'en suis à mon 9e album. Je prépare le 10e. Donc c'est un des singles il y a 10 remixes de ce single qui sortent. Ça, ce sera vendredi. Et vendredi prochain, j'ai un nouveau single qui s'appelle Your Body is Killer. Et c'est un... Non, Killer. Non, je ne m'aventurerai pas là-bas. Jamais. C'est dangereux, R. Kelly. C'est très dangereux. Je sens déjà... On s'arrête tout de suite, là. Top. J'aurais donc un morceau de R&B, justement, puisque, le King n'est plus. Donc, je vais essayer de proposer quelque chose. Merci Keisha, merci Céline, merci Kalenge aussi, merci à Tissot et Françoise qui sont déjà partis. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pour quel film, Essimi? Beckett, le film avec John David Washington, le fils de Denzel, un thriller politique. Sur quelle plateforme? Netflix. Sur Netflix, pour ceux qui veulent participer la semaine prochaine au Ciné Club Afro, venir discuter du film, il est sur Netflix. Beckett, il est sorti cet été. Un thriller politique. Jeudi prochain à 19h30 et on n'oublie pas, Essimi, le dernier mot. La dernière phrase, c'est comme on est le Ciné Club Afro et comme dirait l'autre, vive le cinéma. Passez une bonne soirée. À plus tard. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci à vous. Bisous. Merci. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.